Dans cet épisode, je vous emmène dans un lieu mythique, une terre de rêve, un endroit palustre, donc recouvert d'eau, un paradis pour la faune et la flore, la Camargue. Effectivement, nous nous trouvons dans le delta du Rhône. Nous allons chasser le canard, pêcher des carnassiers, nous retrouver aussi avec des hommes et des femmes qui élèvent des chevaux et des taureaux, symboles sauvages de la Camargue. Et nous nous arrêterons bien sûr autour d'une bonne table camarguaise, une halte gastronomique pour découvrir les mets de cette terre magnifique. C'est parti. Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau format. Ici, on part à la découverte de territoires vivants et surtout de celles et ceux qui les font vivre et les font vibrer. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'une nature, de savoir-faire, d'une table et évidemment à la rencontre de femmes et d'hommes qui vont avoir la gentillesse de nous faire découvrir, de nous ouvrir leur jardin secret. Pas de chichi, pas de mise en scène, juste le plaisir de se retrouver ensemble, dehors, quel que soit le temps, pour transmettre et apprendre sur les richesses des terroirs de France et de tous ces merveilleux pays de France. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous en terroir connu. Salut Dylan. Salut Thomas. Bon ben merci beaucoup de nous accueillir dans ton fief. Avec plaisir. Et donc là on est parti pour ce qu'on appelle une passée. Une passée du matin, exactement. Matin. Donc, on va aller, on a pris un petit peu de sauvagine, chipot au siffleur. Donc on va aller caler 4 oiseaux en espérant essayer de raccrocher un canard qui regagnerait les réserves ou les chasses privées pour aller se remiser. Ça marche. Voilà. On va te suivre, on va mettre un coup de partègue ou c'est toi qui vas partéguer, on ne sait pas Ouais. encore là, on va prendre un barquet. C'est ça. Donc le moyen de transport, le taxi local Exactement. dans les marais. Et donc on te suit, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. J'arrive Thomas, sûr. Pas trop lourd. Dylan, c'est ton moyen de transport de tous les jours ça? C'est ça. C'est un peu comme à Venise. C'est ça qu'on appelle un barquet? C'est ça, tout à fait. Alors le principe c'est quoi? C'est que tu as un bateau qui a un fond plat pour pouvoir avancer. Exactement. Et après on se sert d'une partègue D'accord. pour C'est la tige qui sert à pousser quoi? C'est ça, exactement. C'est vraiment comme à Venise. Pardon? C'est vraiment comme à Venise. Ça va, t'as pas trop t'as l'habitude ou pas trop? Pas trop, non. Mais ça va. Donc là Dylan, explique-moi ce que tu vas faire. Donc là on vient d'arriver au poste. Je suis en train de... Là, tu vas faire ton poste dans la roselière. Ouais, parce qu'en fait dans le communal, si tu veux, on n'a pas de poste. Donc c'est dans la roselière directement. Donc on rentre le bateau et on essaie de se cacher tant bien que mal. Donc là je vais sortir tous les plateaux. J'ai sorti une dizaine de chipots et un trio de siffleurs. D'accord. Donc là on est sur une période, on est à mi-décembre, donc des oiseaux compliqués, méfiants, il faut très peu de champs. Donc c'est pour ça que je privilégie davantage les sauvages, tu vois. Voilà. Pas de col vert que de la Non, sauvagine. pas de col vert parce que déjà on n'en tue plus cette période de l'année. Et il y a principalement du chipot, du siffleur, un peu de souchet. Donc il faut la jouer vraiment light et calme. Donc principalement du sauvage quoi. C'est mon avis en tout cas. Donc là on va mettre une petite femelle de chipot. Grosso modo on va faire 3 lignes. On va faire des lignes de 4 et après on viendra casser avec un petit peu les formes. Voilà. Je cale pas très loin, tu vois. Je laisse des blancs entre chaque ligne, de sorte à laisser un petit peu des zones de pause exactement. Et après toujours compléter avec le plastique pour que ça fasse un peu plus naturel quoi. Là tu vas les par couple. Là le but sur les sauvages c'est vraiment de dépareiller tout ce qui est un petit peu en couple et accoupler ensemble, de sorte à ce que ça se réponde vraiment, tu vois. Et bien évidemment pour les sauvages, plateau indispensable du coup. Sur les sauvages, on m'a toujours dit que sans plateau ça chantait beaucoup moins. Après nous, tu vois, par exemple, on chasse pas hyper longtemps ici le matin, donc à la rigueur tu pourrais te dire on peut les attacher au plomb. Mais tu le vois quand même, ils préfèrent, enfin, ils se tiennent beaucoup sur les plateaux, etc. Donc je pense que c'est quand même un plus pour les oiseaux, tu vois. Donc là on a fini la mise en place des appelants. Donc on a fait les 3 lignes et on va venir casser un petit peu les lignes
avec une douzaine de plastiques. En fait, tu viens briser la cime. Voilà, exactement, pour que ça fasse un peu plus naturel. Et tu les dispatches comment? Entre les lignes, tu les mets n'importe comment? N'importe comment, honnêtement, un peu n'importe comment, histoire de vraiment casser cet aspect visuel de ligne, quoi. Alors vous voyez là, il y a la parteille qui est plantée. Elle est très haute, hein, plus de 3 mètres. Et donc Dylan, il la voit de loin et ça lui sert de point de repère pour caler ses lignes par rapport au poste. Donc là, on va rentrer dans les roseaux avec le barquet, on va se faire un agachon, on va se faire un poste pour cette placée. Ça, c'est l'heure électrique, t'as l'impression que les appelants, les oiseaux, ils sont habités par quelque chose. Ils font une petite danse au bout du jour. Tout le marais se réveille. Et donc concrètement, quelles sont les spécificités ou enfin comment tu chasses à l'eau en Camargue? Parce que là, on a l'impression qu'on est tombé, si tu veux, dans un marais comme ça, que c'est facile, mais il y a tout un parcours, un cheminement quand même. Ouais, grosso modo, tu as deux possibilités, on va dire. Donc soit, comme ici, donc tu es sur marais communal. Donc pour pouvoir y chasser, il te faut être adhérent du coup à la société de chasse en question. Ou sinon, tu peux chasser dans des chasses privées du coup, où pareil, tu vas payer une cotisation. Donc c'est des chasses par action? C'est-à-dire? Si tu payes une action et tu peux rentrer dans la société de chasse privée? Voilà, quand je dis une action, en fait, grosso modo, ça te donne droit à pouvoir chasser dans le domaine privé. D'accord. Et sur les chasses privées, grosso modo, tu vas chasser moins, parce que c'est des chasses, on va dire, plus de remise. Et donc pour faire remiser des oiseaux, il te faut chasser le moins possible. Et ici, sur du communal, tu vas être sur des chasses à 3 jours par semaine, grosso modo. Il faut être aussi très pointu, comme tu nous disais quand on calait ce matin, avec tout ton attelage. Ouais, après moi personnellement, pour moi la chasse à l'eau, c'est ce qui me passionne vraiment, moi, c'est aussi la chasse avec les appelants, tu vois. Parce que c'est quand même un gros plus, je trouve. Des fois ça va te servir, des fois ça va moins te servir, mais la beauté de voir tes oiseaux travailler, appeler le gibier, le faire rentrer à port de tir, moi je trouve ça exceptionnel, tu vois. Et c'est vraiment un tout, moi, qui me rend fou de cette chasse, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Ce qui est complètement irrationnel, parce que ce matin, on l'a vu, on s'est quand même bien réveillé avec quoi, un bon 500 mètres avec 50 kilos sur le chariot, dans la boue. Et il faut traverser ensuite le marais en barquet. Tu vas caler tes vivants. Là, en plus, tu nous l'as dit, c'est une petite calée par rapport à d'habitude, parce qu'il n'y a pas trop de mouvement. Mais ouais, c'est assez irrationnel, en fait. Parce que là, c'est pour la beauté du geste, quelque part, parce qu'on est bredouille, enfin, pour le moment, en tout cas. C'est ça. En fait, grosso modo, c'est vrai que la chasse ici est un peu physique, un peu complexe. Parce que comme tu l'as vu, tu as déjà bien 700-800 mètres avant d'arriver à l'embarcadère pour récupérer le barquet. Donc tu te charges la caisse, les plastiques, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'efforts. Des fois tu es récompensé, des fois tu l'es pas. Mais après, quoi qu'il arrive, ça reste la beauté de la chasse aussi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. Ouais. Le tableau, c'est pas l'essentiel quand on voit le spectacle et le paysage qu'on a là, quoi, le lever de soleil. Moi je dis toujours qu'on est mieux là qu'au travail dans tous les cas. Donc c'est vrai. Près-toi. Putain, le bruit. C'est Miloué? Ouais. Putain, la flamme qui est sortie, mon pot. Et les plumes. Bon, Dylan, c'est dingue. Au moment où on croyait que tout était perdu, on allait sortir, on allait décaler. Décharger, on avait déchargé, etc. On allait décaler. Et puis tu aperçois trois canards au loin. Je pensais des sarcelles au début. Ouais. Et c'est vrai que ça paraissait un peu gros. Et puis je pense qu'ils ont vu la caler un petit peu de loin. Ils se sont laissés tenter. Ils nous ont chargé. Hein. Ils nous ont chargé. Véritablement, ils nous ont. Je les ai bien enfumés, heureusement que t'étais là pour les rattraper. Au premier coup et après derrière complètement. En plus, c'est vraiment un canard emblématique de ce marais et d'ici. Exactement, c'est vraiment emblématique de la Camargue. Et encore plus ici parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'oiseau roi ici. Il y en avait énormément. Comment on appelle ça ici localement? Le bouis. Le bouis. Le bouis. Voilà, donc une belle femelle. Super oiseau.
Bon, bravo Dylan, tu vois en plus avec le lever de Eh soleil, ben, honnêtement c'est comme dans un film, c'en est un. C'est ça, c'est ça. Bravo, Super, voilà. super. On va pouvoir On peut décaler dire, nos on peut randonnées. dire que la matinée est réussie, écoute, Ça marche, on l'a sauvé. on peut le dire. Bravo. Radio Robin, bonjour, nous sommes en direct du Marais d'Arles. Votre commandant de bord, Dylan Bertrand, vous souhaite la bienvenue sur son barquet. Je suis son adjoint, il fait actuellement 17 degrés, c'est un mois de décembre extrêmement chaud et nous ne sommes pas au milieu. Bon Dylan, merci beaucoup Avec plaisir, Thomas. pour ton accueil dans ton jardin secret Je t'en prie. et pour ta précision. Et puis nous, on part pour de nouvelles aventures, le long des robines et les pieds dans l'eau. Normal, on est en Camargue. En avant. Bon Thomas, pour une fois c'est moi qui te pose des questions. Du coup là on est dans ton petit jardin secret, si j'ai bien compris. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'endroit? Évidemment. Donc effectivement, on est dans un endroit que je connais bien, puisque je connais cet étang depuis que je suis un petit garçon. J'y ai vécu mes premiers émois de pêcheur de carnassier, de poisson blanc aussi. On est dans un étang typique de Camargue où il y a peu de fond, où on a une végétation qui est assez sauvage autour, comme vous pouvez le voir, donc plutôt facile d'accès quand c'est roselière et jonc, et plutôt difficile quand c'est arbustif, là comme ça, des olivastres par exemple. On a surtout de très belles populations, que ce soit dans ces étangs ou dans les robines adjacentes de grandes et de petites Camargues aussi, de black bass. Et donc moi c'est un des premiers carnassiers que j'ai pêché étant gamin, et c'est mon carnassier de prédilection parce qu'il y a vraiment de très très belles populations ici. Que ce soit donc dans les étangs ou dans les robines étant ces canaux qui traversent la Camargue et qui sont les veines de la Camargue, hein, qui irriguent la Camargue et qui sont remplis des eaux des deux Rhônes, petits et grands Rhônes. Donc on va essayer de sortir des black bass de cet étang que je n'ai pas pêché depuis une éternité. Donc je suis comme un gamin au bord de l'eau et presque comme un poisson dans l'eau. Et Arthur. Joli poisson. Tu vois, on a beau avoir des conditions quand même extrêmement clémentes. Il fait quand même très chaud, je sais pas s'il fait pas 20 degrés au soleil. C'est quand même un peu léthargique, faut pas aller trop vite. Premier lancer un peu trop vite et puis en laissant couler le leurre et en ramenant plus doucement. Voilà. Je vais retrouver l'eau. Les premiers lancers, on est bien. Allez, ça devait être le 10e lancé. Top. Ah, poisson. Je l'ai vu attaquer. Tu me donnais de par... Oh non. C'est un joli bassin. C'est un joli basse. Ça arrive, tu vois, je l'ai vu prendre à vue. Là, bah, typiquement, leurre, c'est un SV3 de chez Megabass. Donc là, le type, c'est un spinnerbait. Donc avec une forme là de triangle. C'est un petit 4x4, hein, ça passe partout. Avec des palettes. Ici, comme on a peu de fond, j'ai mis... là, c'est un one-up shad, donc un leurre avec souple, avec une grosse caudale qui va un petit peu freiner la descente. Et donc je vais pas l'animer trop vivement parce qu'on a quand même des poissons qui sont en principe plutôt léthargiques, l'eau n'est pas chaude. Et ça va me permettre de battre beaucoup de terrain et de passer à travers beaucoup d'obstacles parce que, bon alors là je viens de le découvrir, hein, c'est une zone qui vient d'être... l'étang vient d'être curé visiblement sur cette zone et puis déboisé là sur toute la berge, donc c'est complètement à nu. Ça n'empêche pas de toucher des poissons, alors pas sur les cachettes, mais c'est assez sale dans le fond et puis un petit peu plus loin sur la berge. Ça permet de passer voilà, dans les branches et dans les herbes
Et ça fonctionne bien là, notre pattern avec cette couleur, parce que les eaux sont très mâchées à cause de la pluie, hein. Les eaux sont un peu sales, un peu chartreuses, jaunes là. Il va falloir rattraper post-Black Bass. À mon avis, il ne reviendra pas, mais d'autres, visiblement, ça fonctionne. On va essayer d'y retourner. Bon alors Thomas, ça n'a pas l'air si compliqué en fait de pêcher, du coup c'est quoi ton petit secret? Bon, je ne sais pas s'il y a un petit secret, mais en tout cas, il y a quelque chose que moi j'aime particulièrement lors des pêches hivernales, c'est le coup de midi. Donc c'est cette heure où le soleil est au plus haut et où il y a beaucoup de lumière, et sinon de la lumière, en tout cas de la luminosité. Et tu vois là, tu as toute l'eau ou presque tout le plan d'eau qui est illuminé, et il peut y avoir des pics d'activité. Et là, tu vois, il y a des poissons, notamment le dernier que je fais, je le touche en pleine eau. Donc même si on a des poissons qui sont dans des eaux froides et qui sont un peu léthargiques, on a des belles conditions. Le coup de midi, c'est quand même quelque chose qui, moi, qui me réussit en tout cas souvent. Et après, c'est toujours la même chose, il faut trouver, comme on dit, la pêche. Il faut être bien équipé, avoir un peu de chance aussi. Et puis bien sélectionner son matériel empiriquement, à force d'essayer de trouver le bon pattern. Mais le coup de midi, ça c'est un bon truc. C'est ça une robine du coup. Ouais, tu vois ce que je te disais là, cette espèce de canal là tout du long. C'est ça qu'ils ont dû partiellement curer d'ailleurs. C'est pour ça que c'est dans cet état. Ça c'est une robine, tu vois. Petit canal, pas beaucoup de profondeur en général, surtout quand c'est petit comme ça, mais il faut se méfier. C'est pas pour ça qu'il faut mettre les pieds. Et ça peut receler de belles surprises. Ça paye pas de mine comme ça, mais ça peut être bon. Poisson! C'est joli. Tu vois, je t'avais dit, embouchure de robine. Mais alors par contre, il va falloir se le sortir parce qu'il est chaud. Il est joli, il est joli, il est joli. Ouais, je suis désolé pour le spectacle, mais je vais le sortir vite lui parce que je veux pas le perdre. Faut pas qu'il saute. Ce serait bon pour les images, mais... Comme ça. Ça c'est un beau poisson. Il fait plaisir. Voilà. Un beau basse camarguais. C'est un joli petit ballon de rugby ça. Il fait plaisir celui-là. Tu vois là, regarde, juste à l'embouchure là, de la robine. C'est souvent des endroits payants là, dans les petits roseaux. Regarde. On a changé le. On a juste changé un petit peu la couleur du leurre. Voilà. Hop là. Parce que ça marchait plus trop. J'ai quand même remis quelque chose de chartreuse jaune là derrière, mais le trailer un peu plus doré avec des palettes argentées, côté noir pour le contraste. Super poisson. Magnifique. Alors moi je les mesure pas, hein, je les pèse pas. Mais bon, tu vois, c'est un beau bébé. Ah, il est beau celui-là. Fait plaisir. Petit goût de mucus. On peut dire quand même que c'était une bonne session de pêche, non? Je pense que plus ça aurait été indécent. Mais ça aurait été indécent. Non, c'était vraiment top. On a eu beaucoup de réussite. Et là, tu vois, le soleil baisse vite en cette saison. Donc, on va changer de tenue, s'enfoncer dans un autre type de biotope, tout
tout aussi marécageux. On est en Camargue et on va aller faire un affût du soir au Sarcelles en petite Camargue. Bon, on est bredouille, on n'a rien vu, on a entendu les voisins tirer, c'est pas très grave, on a passé une belle journée, on va aller se réchauffer au coin du feu, boire un petit coup, passer une bonne nuit, surtout dormir un petit peu. Ce matin, on se trouve en bord de mer, au Grand Radeau. Nous allons à la rencontre des Reynaud qui possèdent la plus vieille manade de Camargue. Nous allons rencontrer Aurélie, qui est la 6e génération de cette manade qui a été fondée en 1904. Ils sont donc éleveurs de taureaux de race camarguaise et ce sont aussi des gardiens qui trient donc les taureaux avec leurs fameux chevaux Camargue. On se trouve sur le pré avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tu es la 6e génération de manadiers Oui. dans la famille Reynaud. Ça fait 10 ans que tu es manadière. Est-ce que tu as voulu faire ça toute ta vie? Non, j'ai toujours été imprégnée par la manade parce que tous mes week-ends, tous mes vacances, je les passais là et on était à cheval avec ma sœur parce qu'on est manadières toutes les deux depuis 10 ans. Et on était à cheval, on donnait un coup de main pour nourrir, pour tout ce qu'il y avait besoin de faire. Mais c'était une occupation pendant notre temps libre, D'accord. plus qu'une volonté d'en faire notre métier. C'est venu bien plus tard avec la maturité en fait. C'était quand même dans ton ADN, quoi. Ça t'a C'est rattrapé. dans mon ADN, bien sûr, oui, ça m'a rattrapé. La Camargue, j'ai jamais pu la quitter. Et finalement, quand j'ai eu fait plusieurs petits boulots, j'ai compris que ce métier-là, il était fait pour moi. C'était ça que je voulais faire de ma vie. D'accord. Mais c'est venu avec le temps, la maturité, et c'est ça. Et le sang, ce qui coule dans mes veines, m'a rattrapé. Ouais. Et alors, de quoi sont faites les journées d'un manadier? Oula, ça dépend vraiment de la saison. D'accord. En ce moment, là, c'est l'hiver, donc c'est le nourrissage, comme on est en train de faire là. Ouais. On nourrit tout le monde, on surveille que tout le monde a bien, on entretient les clôtures, les bâtiments, et puis c'est la période des naissances bientôt aussi. Alors là, il D'accord. nous tarde de voir arriver les petits veaux, c'est un moment magnifique. Après, quand arrive printemps-été, alors là, c'est le travail de la course camarguaise, beaucoup. Mhm. On amène On nos peut rappeler ce taureaux. qu'est la course camarguaise? Oui, la course camarguaise, c'est un sport reconnu par le ministère des Sports où on met un taureau ou une vache tout seul dans une arène pendant 15 minutes. Et cet animal-là, il a des attributs sur la tête, 5 attributs qui valent de l'argent et des points Donc des Et- cocardes, des ficelles et des glands. et des glands. C'est ça. Et donc, il y a des hommes dans l'arène qu'on appelle des raseteurs parce qu'ils vont passer au plus près du taureau pour essayer d'enlever ses attributs. S'ils y arrivent, ils gagnent la valeur financière et les points. Et il y a un championnat, celui à la fin de l'année qui a eu le plus de points est le champion de France. Et pour les taureaux, c'est pareil. Il y a un championnat et à la fin de l'année, il y a le meilleur taureau de toute la Camargue qui est élu et aussi la meilleure vache, la vache cocardière, meilleure vache de toute la C'est le Camargue. Biou d'Or, le meilleur taureau? Bio d'or. D'accord. Bio d'or et vache cocardière, c'est ça. Donc ça, c'est notre rêve, nous, d'éleveurs, d'avoir un jour un bio d'or ou une vache cocardière. Donc j'imagine qu'une manade ne se gère pas aujourd'hui comme elle se gérait avant. En fait, tu es une chef d'entreprise avec ta sœur. Oui. Donc comment ça se passe tout ça? Alors, on fait beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs, la compta, les primes. Enfin, Parce qu'on est loin de l'image d'Épinal, du taureau sauvage et juste courir après des taureaux à cheval, quoi. alors ça, c'est notre partie préférée. C'est celle à laquelle on consacre le plus de temps, c'est-à-dire être dehors. Parce que nous, on est manadière, c'est-à-dire propriétaire, chef d'entreprise, mais on est aussi gardien. C'est-à-dire qu'on s'occupe de notre bétail, on est avec eux au quotidien et sur le terrain. Et ça, on y tient beaucoup. On est même gardien avant d'être manadier. D'accord, donc c'est vraiment intrinsèquement lié. Vous êtes gardien et manadier, c'est deux choses en une, quoi. Oui, après, il y a des manadiers qui ont un gardien salarié. Mhm.
Donc on peut faire l'un et pas l'autre, mais nous on tient vraiment à faire les deux parce que la partie qui nous passionne, c'est la partie de gardien, c'est la partie de terrain, c'est être à cheval, c'est faire des clôtures, c'est être sur les taurils, sur les camions, c'est aussi accueillir du public parce qu'en fait le métier a évolué, on a été obligé de se diversifier parce que la camarguaise ne permet plus aux élevages de vivre. Donc il y en a qui font du foin, il y en a qui font du tourisme, nous on fait les deux. Il y en a qui font chambre d'hôtes, hôtellerie, voilà. Tout le monde se diversifie comme ils peuvent. Et nous, on est depuis ma grand-mère, en fait, depuis mes grands-parents, c'est-à-dire les années 80, on fait du tourisme. Bon, on va aller voir ces taureaux et puis les nourrir. On va aller les déranger pendant leur repas. Frédéric, tu as attiré notre attention sur une tombe, et qui est une tombe pas comme les autres. Ça, cette tombe, c'est la tombe de Régisseur. C'est un taureau qui a été Biaud d'Or. Biaud d'Or, c'est un taureau, chaque année, il y a un taureau qui est élu le meilleur taureau de l'année. En course camarguaise. En course camarguaise. Donc ce taureau-là, il a été élu Biaud d'Or en 1957. Et ça, c'est des taureaux qui font partie de la famille des taureaux qu'on adore. Donc on ne les mène pas à l'abattoir, on les garde chez nous. Et ils meurent de leur belle mort sur les terres où ils sont nés, dans les terres du Grand Radeau ici. Et après, on les enterre à là, comme ça, ils sont avec nous tout le temps. Et ils sont honorés au même titre presque que des hommes, même si ça reste des animaux. Exactement, c'est comme les hommes, voilà. Oui, c'est ça. Et la particularité qu'il y a, c'est qu'on les enterre debout et face à la mer. D'accord. Debout parce que c'est le taureau Camargue, le cocardier est un taureau fier, toujours la tête en l'air, les cornes en l'air, dans l'enterre comme il a vécu toute sa vie. Et face à la mer, parce que c'est par là qu'il y a 2000 ans, les taureaux sont arrivés d'Asie et se sont arrêtés en Camargue, dont ils regardent arriver ses ancêtres. Un magnifique symbole, et puis tu sors de chez toi tous les matins et que tu peux Voilà, de suite, en sortant de la maison, je vois Régisseur qui est là et son collègue évêque qui est enterré ici à côté. Et actuellement, on a Ratis qui a été Biaud d'Or en 2013, qui a 20 ans maintenant, ça fait 6 ans qu'il est à la retraite. Et quand il va décéder, on l'enterrera à côté de lui avec sa tombe et sa stèle, pareil que Régisseur. Ça marche. Merci beaucoup Frédéric. Bon Aurélie, on va déconstruire un petit peu le mythe du cheval sauvage camarguais parce qu'on est au milieu d'eux là. Mais c'est une vraie question, est-ce que ces chevaux sont vraiment sauvages? Alors, il y en a qui emploient le terme de sauvage parce qu'en fait, ils vivent en liberté, en extérieur, toute l'année, on les enferme jamais parce qu'on veut qu'ils gardent leur instinct sauvage. Parce qu'une fois qu'on sera sur leur dos et qu'on va parcourir des kilomètres en Camargue à la recherche de vaches, ils auront l'instinct de sentir s'il y a une vache cachée dans un bois bien avant que nous, on ait entendu un petit bruit. Donc on veut qu'ils gardent cet instinct sauvage. Mais après, ce sont nos animaux de travail, mais ce sont aussi nos animaux de compagnie, quoi. Ils sont très proches de l'homme. Ouais, ils sont presque collants, on va dire. Ah, oui. Mais on parlait aussi des gardiens, donc pas de manade sans gardien. Et c'est plus qu'un outil de travail en fait, le cheval, c'est indispensable à ce que vous faites. Oui, nos animaux, nos taureaux, on les approche pas à pied. Parce qu'ils fuient en fait. Sinon. Ils fuient, leur instinct leur dit de fuir. Donc on les approche grâce aux chevaux. Et on les dirige, on les déplace, on les isole s'il y en a un qui est blessé ou s'il y en a un qu'il faut qu'on amène aux arènes, on les isole grâce au cheval. Grâce au travail du cheval. Donc c'est un long travail de dressage. Il ne faut pas que les chevaux aient peur des taureaux aussi. Ouais. Et il faut qu'ils aiment ce jeu-là de diriger et d'isoler le taureau du reste du troupeau. Et donc ils sont élevés dès petits au contact des taureaux? Non, pas spécifiquement. Les Camargues, c'est quand même une race déjà qui est adaptée au milieu camarguais. Et c'est une race qui instinctivement sait travailler dans les taureaux, quoi, qui appréhende ce contact avec l'animal sauvage. C'est leur instinct, c'est dans leur gène. Donc nous, après, on les monte à 3 ans. On leur apprend les bases et à 4 ans, on les met au contact des taureaux. Et donc c'est là qu'on voit si ça peut le faire ou pas. Nous quittons la manade Renault au Grand Radeau, comme on referme doucement une parenthèse hors du temps. Ici, au bout de la Camargue,
Les taureaux et les chevaux semblent régner en maître, libres, fiers, indifférents à nos agendas et à nos notifications. Un bout du monde qui a quelque chose de la dernière scène de Crin Blanc. Cette impression que l'éternité se trouve ici, entre le ciel et la mer. Alors, on prend la piste, on laisse derrière nous les gardiens, les rires, l'odeur du foin et du bétail, et on va voir la mer. On comprend mieux dès lors pourquoi ce lieu a pris le nom de Grand Radeau. Une terre où quelques pinèdes émergent, gardiens d'une petite forteresse encerclée par les eaux. Là, le paysage vous frappe comme au premier matin du monde. Une lumière neuve, une ligne d'horizon sans fin, des oiseaux pour seul compagnon. Mais au milieu de cette beauté, il y a une vérité plus rude. On la voit, on la sent. La mer grignote la terre, patiente, insatiable. Chaque vague prend un peu, comme si ce territoire sauvage devait se battre jour après jour pour rester debout. C'est l'histoire de la Camargue, aussi loin que remonte la mémoire des hommes. Et pourtant, il faut bien continuer. Ce grand air marin ouvre l'appétit, parce qu'ici, après l'effort et le vent, vient le temps du partage. Direction les Saintes-Maries de la Mer, donc, pour voir un autre visage de la Camargue qui nous attend à table. La vie au grand air avec les gardiens s'accreuse, donc direction une table locale pour apprécier les spécialités camarguaises. Bon, on est avec Vincent. Salut Vincent. Et bonjour. Qui est le patron de la Manette des Baumelles et qui a la gentillesse de nous ouvrir son jardin secret. Donc tu as beaucoup de choses à nous montrer. On perd pas de temps, on y va tout de suite Vincent. Allez, on y va tout de suite. Voilà, c'est un jardin que je mène en permaculture. La permaculture, c'est un mode d'agriculture qui n'est pas très connu. Donc en fait, c'est un mode d'agriculture où on s'autorise aucune goutte de pétrole, aucun produit de traitement, aucun fertilisant, aucun plastique. Et on laisse faire la biodiversité et on récolte ce que la nature veut bien nous laisser. Vincent, il y a Patrick et Christian là qui viennent d'arriver. Ah, ils sont curieux. Ouais. On va aller le rejoindre. C'est le pêcheur et le vigneron et qui vont nous faire découvrir aussi des produits locaux. Quand je visite, de temps en temps, j'ai des coups de crevettes comme ça, dans le Vacarès. Et je fais profiter mes copains. Et ça, c'est la crevette grise de Camargue. Crevettes grises de Camargue. Alors, caramotte, le surnom caramotte, qu'est-ce qu'on appelle ça aussi? Bon, c'est tête d'âne, c'est la crevette grise, très bonne. C'est ça que mange le flamand? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout celle-là. Maintenant, il mange une autre crevette toute minuscule. D'accord. Voilà. De toute façon, bon, en tout cas, c'est tout frais. Ça sort Ah, du- ben là, c'est pêché Ça frétille. de un quart d'heure. T'as une paire de geôles en plus qui se Ah, baladent écoute, là-dedans. tu connais les geôles, ça va, Ouais. c'est bien, ça va. Ouais, tu connais les geôles. Donc là, aujourd'hui, Mas de Valériole, une propriété sur l'île de la Camargue, située au nord-est de l'état du Vacarès, sur des terrains argileux, sableux, limoneux, etc. Et au fil du temps, avec les cépages, j'ai remarqué qu'on pouvait extraire de nos terrains différentes qualités de vin avant de faire les assemblages. Donc là, c'est pour ça que j'ai porté différents rosés, différents blancs, et un rouge pour déguster sur le futur repas que nous allons faire. Tu veux goûter Christian? Oui. C'est crevettes, voilà, crevettes du Vacarès. C'est des crevettes grises standard, on va dire, qui sont liées à nos milieux saumâtres, qu'on pêche avec le même matériel que ce qu'on pêche les anguilles. Donc quand on a fini notre campagne d'anguilles, ben, souvent on laisse caler quelques filets. Mais c'est quoi le matériel Christian? Donc c'est des filets. Alors, c'est des capetchades. Ça marche? Non. Si, ça Ils ont pas. fonctionne. Dans la traduction. Donc c'est un ensemble de verveux en fait. Voilà, verveux, tout le monde connaît. Verveux. Et donc des filets qui font barrage, qui guident le poisson dans les nasses pièges. Et on récolte du poisson vivant, les anguilles, les muges, les petits loups des fois, et aussi des crevettes, et qu'on pêche au Vacarès. Ici, on a du magret de canard fumé et du pigeon, enfin suprême de pigeon qui est fumé également. Même technique, on passe d'abord au sel, on fait fumer nous-mêmes. C'est que de la volaille issue de notre élevage également. Ici, on a le carpaccio de taureau,
très simplement assaisonné, juste huile d'olive, fleur de sel, persil et échalote. Un peu plus loin là-haut, c'est tataki, donc c'est à base d'une marinade de sauce soja, de miel. Et à côté là, c'est de la bavette, c'est une manière un peu particulière de travailler la bavette. On fait comme un espèce de millefeuille qu'on vient travailler comme en médaillon. Bon, Vincent, on mange presque de la viande sauvage là en fait. Alors voilà, comme moi le taureau, c'est bon. Moi je suis né en Camargue, je suis né avec, on a tous fait des ferrades, on est tous vraiment imprégnés de cette viande-là, on a été élevés avec. Et comme je disais, c'est une viande qui est très très bonne pour lutter contre le cholestérol, qui est très peu grasse, qui est équilibrée en oméga 3, en oméga 6, et qui contient une molécule qui s'appelle ADHA, donc une molécule qu'on retrouve que dans les animaux sauvages, et qui aide à lutter contre le vieillissement et qui régénère les cellules. Donc on peut dire qu'en mangeant du taureau, on se soigne, c'est un alicament quoi, en fait. Bah écoute, j'en mangeais déjà, j'aimais déjà ça, mais je vais en manger encore plus alors. Mais, mais avant qu'avec Christian on ait mangé tout le pain quand même, tu vas nous expliquer d'où vient le pain, Vincent. Alors oui, le pain, on n'a pas trop parlé, mais oui, c'est moi qui le fais. Donc traditionnellement, moi je sais ce qu'il y a dedans, il y a de l'eau, du sel, de la levure et beaucoup d'amour, voilà. Donc tu es quasiment boulanger en fait. Ouais, je suis pas boulanger, mais je sais faire le pain, voilà. Et il est hyper bon. On a bien On fait mangé, la fin. merci beaucoup Vincent. Ouais, on a passé un bon moment tous On a ensemble. passé un bon moment quand même. Merci beaucoup Patrick pour les vins. Ouais, pour accompagner au repas. Et puis là, comme il pleut dehors, l'eau a un peu monté, Christian, tu vas nous emmener faire un petit tour de gondole là, sur le Vacarès, là. Petite balade digestive. Hein. On est bien. Bon, Ah, merci à tous les amis en tout cas. Merci, les gars. On a passé vraiment un bon moment. Merci beaucoup Vincent pour l'accueil. Ah, ouais. Ça se régale. Et puis, bon allez, on va prendre l'eau. Hein. Ouais, on va prendre dans le chablier, là. Notre épisode se conclut comme il a commencé, au bord de l'eau, sur ces superbes images des impériaux et du Vacarès, couverts d'oiseaux, sous le soleil couchant, avec le Ventoux en toile de fond pris dans les nuages. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec bienveillance. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Activez la petite cloche pour ne rien rater de nos prochains formats. À très bientôt pour un prochain rendez-vous en terroir connu. Vous êtes sur Instinct by Ultimate Naturabaye, la chaîne YouTube du groupe Naturabaye, dédiée aux passionnés de chasse, de pêche, de matériel outdoor et de terroir. Ici, on teste, on partage, on échange sur tout ce qui fait la culture des grands espaces. Avec des reportages, des rencontres, des tests terrain et des conseils concrets, Ultimate Naturabaye, c'est votre compagnon de route pour vivre vos passions plus intensément, tout simplement.